Un journaliste de bonne foi, quand il commet une erreur, il est capable de l'admettre et de le regarder en face. On voit bien comment la télé d'information en continu, sur la capacité à raconter un événement en train de se produire, a pris la main. On s'épouvante du fait que le monde aille vite et on le reproche aux journalistes. Un loupé majeur, un énorme problème pour nous tous. C'est la fin du temps de cavale, oui. Pas ce jour-là en tout cas. J'ai un souvenir très précis de cette soirée. J'ai un appel avec mon adjoint à l'époque, j'étais directrice de la rédaction de BFM TV, et je lui dis, si cette information est confirmée, ça va être énorme. Et en même temps, là, il faut vraiment qu'on soit très très sérieux dans la recherche de l'information. Il va y avoir à la fois une énorme pression, et en même temps, il faut vraiment que nous, on soit sur quelque chose de fiable, parce qu'on ne peut pas se tromper. Et comment vous vous êtes senti, vous, en tant que journaliste, quand vous avez compris que du coup, c'était faux? Incroyablement mal, oui. Avec aussi l'envie de au plus vite mettre les choses à plat, retrouver les éléments d'information, et de décrire comment on en était arrivé là, pour faire comprendre aussi que dans cette affaire précisément, ça n'est pas tant les journalistes qui se sont emballés que une première source qui commet une erreur, qui ensuite est diffusée à d'autres qui la relaient, et qu'on est un peu pris en défaut. Et puis, et ça c'est vraiment une chose fondamentale, on s'est excusé auprès de nos téléspectateurs, on a fait un mea culpa, on a dit nous avons commis une erreur, nous nous en excusons. Parce que c'est quand même une différence fondamentale entre les journalistes de bonne foi et les gens qui diffusent n'importe quoi. C'est qu'un journaliste de bonne foi, quand il commet une erreur, il est capable de l'admettre et de le regarder en face. Ouais, la prise d'otage à bord de l'Airbus d'Air France, donc là on est en 94. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, c'est un événement énorme, parce que je pense que, bon, comme journaliste dans l'audiovisuel, on a tous un peu le souvenir de ce moment-là où pour la première fois en France, un événement est vécu en direct à la télévision, heure par heure, sans interruption. Au fond, c'est le début de la télé d'information en continu. LCI, qui était une chaîne toute neuve, la chaîne info du groupe TF1 à l'époque, justifie complètement sa naissance, qui est intervenue juste quelques mois auparavant, en proposant finalement un format, une manière de raconter l'actualité, notamment en images, et avec des images en direct, comme on l'avait jamais vu. Ce qui est très frappant pour moi je me suis formée comme journaliste radio, et je me suis formée comme journaliste radio, notamment parce que la radio, c'était le média où on racontait l'information à chaud. Et là, ce jour-là, en fait, la radio transfère un peu à la télévision, parce que c'est la même chose, la capacité à raconter dans l'instant, mais en plus avec l'image. Et là, on est presque 30 ans après, et on voit bien comment la télé d'information en continu, sur la capacité à raconter un événement en train de se produire, a pris la main. L'arrivée de Vincent Bolloré dans le paysage médiatique, d'abord, je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu de très près, puisque j'étais donc directrice de la rédaction d'ITélé. Et puis maintenant, on est plusieurs années après, et on a vu comment ça a changé le paysage. On a vu comment dans d'autres lieux, moi je suis toujours frappée des années après, de voir comment, quand ensuite Vincent Bolloré s'intéresse à Europe 1, s'intéresse à Paris Images, s'intéresse au JDD, on a l'air de découvrir la façon dont les choses se passent. Et même d'ailleurs, on continue d'être relativement incrédule. Je vois, y compris des confrères d'ailleurs, des journalistes, dont je suis parfois un peu étonnée de leur manque de curiosité pour le reste du paysage, qui disent « on ne voudrait pas apprendre que nos conditions de travail vont être mises à mal, ou que même notre liberté d'expression va être mise à mal ». Alors que, bon, on a quand même un peu de recul aujourd'hui pour savoir comment les choses vont se passer. Le temps, pour un journaliste, je crois que la relation qu'on doit avoir à lui est assez simple. Il faut prendre le temps nécessaire. Tous les outils techniques font que le monde va de plus en plus vite.
On a la capacité à voir et à entendre ce qui se passe à l'autre bout du monde quasiment minute à minute, seconde à seconde. À partir de là, le journaliste doit s'adapter à ça. Mais en contrepartie, on ne doit dire que ce qu'on sait en l'ayant vérifié, en l'ayant consolidé. Dans le même temps, pour moi, il est absolument essentiel qu'on ne s'affranchisse pas de ce monde qui va vite et qu'on ne dise pas là, il se passe quelque chose d'important, manifestement c'est très gros, mais on vous en parlera plutôt dans 2 ou 3 ou 2 jours, 2 ou 3 heures ou 2 jours. Le rapport du journalisme au temps a changé, mais pas du fait des chaînes d'information en continu, du fait des moyens techniques qui sont disponibles, de la capacité qu'on a à être absolument au bout du monde et néanmoins à communiquer. C'est à ça qu'on s'est adapté. Et la chaîne d'information en continu, elle vient prendre en charge les moyens disponibles pour faire de l'information d'une manière nouvelle. En 2015, la France vit 2 attentats. Comment les rédactions des chaînes d'information en continu l'ont vécu? Durement. Cette situation, elle était tellement insupportable, elle était tellement douloureuse, elle était tellement brûlante, que tous les reproches ont été faits aux journalistes, et presque plus aux journalistes qui rapportaient ce qui se passait, qu'à ceux qui auraient dû nous en protéger, qu'aux services de renseignement, qu'éventuellement même aux politiques. Et il y a eu une espèce de dureté totale à l'endroit des journalistes en leur reprochant la façon dont ils avaient pris en charge ces événements. On s'épouvante du fait que le monde aille vite et on le reproche aux journalistes. Alors que de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est plutôt consolider encore nos règles de vérification et nos pratiques pour répondre à cette urgence. Mais on ne freinera pas le monde. L'autre époque a fait du tout de suite, une règle d'or. C'est vrai en matière économique, médiatique, politique et les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, la concurrence en matière d'information. M'excuse auprès des journalistes qui officient sur les plateaux de BFM et qui étaient avec vous aujourd'hui. Mais c'est cette réalité, cette dictature de l'immédiateté, de l'information à tout prix, pas toujours vérifiée d'ailleurs. Il faut inventer toutes les demi-heures une information. C'est drôle parce que je connais bien cette déclaration et elle m'avait profondément irritée à l'époque et elle m'irrite toujours. Parce qu'à la fin, encore une fois, on voudrait croire que les journalistes font le monde et que les chaînes d'information en continu, qui objectivement sont puissantes, font le monde. Non, elles ne font pas le monde. Vous ne choisissez pas le tempo. Et en revanche, vous devez travailler intelligemment et sérieusement face à ce tempo qui vous est imposé. Je pense que ce que Twitter a changé, c'est que Twitter a constitué une nouvelle étape dans l'accélération. Donc pour moi, pour les journalistes, Twitter c'est un élément d'alerte. C'est un élément dans un contexte global où peut arriver de l'information de partout, où on le surveille, mais c'est un parmi d'autres qui ne doit pas dicter ni le rythme, ni la tendance finalement. Les choix, ils sont faits dans les rédactions, ils sont faits dans les chaînes, et c'est juste un élément d'alerte supplémentaire sur des choses en train de se produire. Aujourd'hui, l'ensemble des médias, écrits, audio, visuels, tout ça à la fois, sont en train d'investir et en nécessité d'investir le monde numérique. Et aujourd'hui, les médias qui seront forts seront les médias qui auront su répondre à cette nouvelle façon de s'informer à travers Internet, à travers les réseaux. Pour terminer cet entretien, il y a une petite surprise pour vous. Oula. La valise juste à côté du canapé. Sur votre... Ouais. Voici, vous Il faut la prendre. Hop là. Il faut la prendre et l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est vraiment un cadeau? Oui. Ah, j'adore. Formidable. Il se trouve que j'ai eu 50 ans il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ma date anniversaire. Donc j'en ai 51 aujourd'hui. Mais du coup, j'ai repassé en revue, à l'occasion de mes 50 ans, les différents médias ont raconté il y a 50 ans il se passait ça. C'était une année d'actualité assez importante. Comment vous ferez dans 50 ans avec mes successeurs? Qu'est-ce que vous leur offrirez? Vous leur offrirez
une vidéo de Brut datée de leur date anniversaire. Comment on va faire? Parce que c'est quand même génial d'avoir un outil, d'avoir un objet matériel, quoi.